Bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux finalement au fur et à mesure. Donc on va commencer la rencontre. Je vais vous présenter de manière très succincte les intervenants. Donc il y a Amira Mohamed qui est journaliste en Tunisie. Journaliste radio à Mosaïque FM, qui est une radio privée et qui organise des débats avec les politiques. Donc c'est une journaliste politique. Alors pour ceux qui étaient là aux assises, je ne sais pas, de Tunis, non, il y avait des gens, elle avait livré un discours d'ouverture très courageux. Donc je suis très contente de vous rencontrer. Vous êtes journaliste depuis 2009. Oui. Ensuite, nous avons Jonathan Daguerre, qui est journaliste à Megaphone News, donc qui est journaliste libanais et qui vit à Paris depuis 2 ans. Et vous, vous êtes journaliste depuis 6 ans. Voilà. Et avec nous, nous avons Mohamed Esmaël, qui est directeur exécutif de Studies Economy Media Center et qui vient du Yémen. Voilà. Donc, on va... Alors, je disais tout à l'heure, Mohamed comprend bien le français, mais a du mal à répondre parfois en français. Donc ce sera ou Amira ou Jonathan qui traduiront leurs paroles. Voilà. Et moi, je suis Nadia Atroubi-Safsaf, rédactrice en chef d'un magazine qui s'appelle Le Courrier de l'Atlas et qui traite de l'actualité du Maghreb en Europe. Voilà. Alors, on va commencer par une première question pour toi, Amira. Est-ce que l'intitulé t'a interpellé? Parce que moi, je trouvais intéressant. Vous venez tous les trois de pays qui traversent des crises importantes, que ce soit au Yémen, au Liban ou en Tunisie. Une crise politique, pour ceux qui ne le savent pas, une crise économique importante au Liban, pour ceux qui ne le savent pas, et une guerre civile au Yémen, pour ceux qui ne le savent pas. Alors pourquoi je répète pour ceux qui ne le savent pas? Parce que c'est des choses qui sont assez peu traitées dans les médias mainstream français, ou alors traitées de manière parcellaire, ou en n'ayant pas de correspondant véritablement sur place. Donc, est-ce que l'intitulé, déjà, vous interpelle? Bonjour et ravi de vous rencontrer aujourd'hui, d'être ici parmi vous. En fait, l'intitulé est très intéressant, mais pour nous comme journalistes, mais pas trop intéressant pour nos peuples, pour nos pays. Quelle est la position justement de la Tunisie sur le conflit ukrainien? Il y a 2 propositions. C'est-à-dire la position officielle du gouvernement, du président, du ministère des Affaires étrangères qui est presque neutre, ni avec la Russie, ni avec l'Ukraine. Malgré que la Tunisie fait partie de membres de l'OTAN. Mais toujours, elle respecte les décisions des différents États, elle est neutre, elle dénonce la guerre, comme tous les Tunisiens, comme tous, comme on défend l'être humain, on défend la vie, mais elle ne prit pas une position contre ou pour la Russie ou l'Ukraine. Mais pour le peuple tunisien, il y a une différence. La majorité ne veulent pas la guerre, détestent la guerre, détestent ces actes, puisqu'on a vécu la guerre depuis des années. Et aussi, la guerre, elle est près de nous, en Libye, en Syrie, en Yémen, en quelques pays d'Afrique aussi, il était. Mais il y a... Elle dénonce la guerre en Ukraine, elle dénonce l'attaque des écoles, des citoyens, et tout ça. Mais pour certains d'autres, elle défend la Russie. C'est uniquement parce que les Tunisiens sont contre la position de l'USA, de l'Amérique, qui défend l'islam politique en Tunisie. C'est juste pour cela, il soutient la Russie, mais c'est pas pour la guerre, mais elle a le droit de se défendre, elle a le droit
d'être respectés, d'être en sécurité, mais la majorité des Tunisiens n'aiment pas la guerre et sont avec le peuple ukrainien et non pas avec les gouvernements. J'avais souvenir aussi qu'il y a quand même des liens entre la Tunisie et la Russie. Moi, je me souviens qu'il y avait des étudiants, on formait beaucoup d'étudiants scientifiques en Russie. En Ukraine aussi. Et en Ukraine aussi. En Ukraine aussi, il y a un nombre très important des étudiants tunisiens, des étudiants de la médecine, la pharmacie, tout ça, qui sont été maintenant retournés en Tunisie et restent sans savoir quoi faire. Et aussi, il y a d'autres problèmes avec ce guerre. Le conflit a reflété la Tunisie, surtout en termes de l'importation de céréales, puisque les importations de céréales de la Tunisie, presque 47% est de l'Ukraine. Et ce conflit, il a tout... Oui, il y a une dépendance très forte, oui. Avec aujourd'hui une pénurie de farine oui. en Tunisie, mais aussi en France, et puis d'huile aussi, tournesol. Oui, oui. Mais pour nous, surtout, le céréal qui était très intéressant. Et jusqu'à maintenant, la Tunisie, elle cherche d'autres marchés pour avoir la suffisance ou pour avoir la quantité nécessaire pour qu'elle survive. C'est nécessaire le céréal pour nous tous, mais pour du pain, pour tout. Et puisqu'il y a des décisions même d'autres pays qui, à cause de la guerre, qui ne veulent pas vendre ces céréales après avoir ce conflit, on attend toujours de nouveaux marchés. Alors, Jonathan, avant d'avoir ton avis sur l'intitulé de cette table ronde, justement, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots la position du Liban face au conflit Ukraine-Russie, très rapidement? Oui, bonjour. Merci d'être venu. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit parce qu'au Liban, je pense que c'est la même chose. Il n'y a pas on ne voit pas la situation tous de la même façon. Et malheureusement, on la voit toujours d'un lens un peu idéologique. Et on voit comment ça peut affecter le Liban et on ne peut pas voir une situation neutre. Et ça, je pense, c'est parce que le Liban, c'est un pays qui n'est malheureusement pas très souverain. C'est parce que le régime qui contrôle le Liban, et je dis contrôle parce que je ne pense pas que c'est un pays très démocratique quand on parle du régime, le régime, il a beaucoup d'intérêts. Et certains intérêts sont liés aux Américains et à l'Europe, et beaucoup d'intérêts sont liés à l'axe de l'autre côté, à l'Iran, à la Russie, à la Syrie. Et donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, on ne peut voir ce qui se passe que de ce prisme, c'est ça. Et donc, quand la guerre a commencé, il y a eu beaucoup de gens qui ont tout de suite dénoncé ce qui se passe en Ukraine, mais aussi, il y a eu beaucoup de gens qui ont très rapidement commencé à défendre la Russie et même à deny ce qui se passe en Ukraine. Il y a toujours des gens qui disent que les crimes de guerre sont des fake news, qu'il n'y a même pas de guerre parfois en Ukraine, que c'est la faute des Ukrainiens, que Poutine ne veut pas la guerre, qu'on le coince, qu'on le met dans une position, il faut qu'il choisisse la guerre. Et donc, cette position, elle est très présente, et c'est la position des gens qui supportent plutôt le Hezbollah et l'axe iranien, russe, syrien. Malgré que le gouvernement libanais a officiellement condamné l'invasion russe de l'Ukraine, mais même ça a causé beaucoup de backlash. Il y avait beaucoup de gens qui ont dit que c'était à cause de la pression des Américains. Et je pense que ce qui est important dans toute cette histoire, c'est que dans tout ce débat au Liban, le peuple ukrainien est invisible. On ne le voit pas, on ne parle pas de ce qui se passe vraiment en Ukraine, on ne voit pas des enfants qui meurent, on ne voit pas des femmes qui se font violer, on voit une idéologie. On voit l'Amérique contre la Russie, on voit Poutine, on voit Biden, et on ne voit pas l'Ukraine. Et je pense que c'est ça ce qui est le plus intéressant. Donc, est-ce que ça veut dire, après on va rebondir sur moi-même, mais est-ce que ça voudrait dire que c'est d'abord nourri par un sentiment anti-américain, finalement? Oui, je suis parfaitement d'accord qu'il y a un sentiment anti-américain et il y a de l'autre côté un sentiment pro-américain. Donc il y a ces deux sentiments qui se battent. Et parfois quand on lit la presse au Liban, quand on entend les discours politiques, on peut vraiment y croire que la guerre se passe à New York ou à Moscou.
On dirait que c'est Biden qui est sur les lignes de front. Et c'est lui qui gère la guerre. Je suis sûr que oui, il y a une influence américaine très grande et une influence européenne, mais on ne parle pas du peuple. Et ça arrive même à dire que le peuple supporte Moscou, que le peuple est du côté de Poutine, que même le peuple ne veut pas joindre le NATO. Pardon, j'ai un peu de difficulté encore avec le français. C'est très bien. Avec le NATO et tout ça. L'ONU. L'OTAN. Alors, Mohamed, est-ce que moi j'éprouve presque une gêne à te poser la question sur comment le gouvernement yéménite pense et parle du conflit ukrainien par rapport à ce que vous vivez en tant que civil dans votre pays. Mais je trouve que c'est intéressant pour ensuite amener la discussion sur l'intitulé. Ok, merci. D'abord, bonjour. Je parle pas bien français, mais je vais essayer de parler en arabe et mon ami va m'aider de traduire. أنا سعيد جدا إنه أتواجد هنا طبعا اليوم وأنا قادم من اليمن وهي بلد بعيدة وهي ليست فرنكفونية وبالتالي لا يتحدث الكثيرون اللغة الفرنسية. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Je viens du Yémen. C'est un pays qui est un peu loin et qui n'est pas très francophone. وفي الحقيقة قبل أن نتحدث عن موقف الحكومة اليمنية والموقف الرسمي من الحرب الروسية ضد أوكرانيا كنت أحب أنه أعمل أو أعطيكم ملخص بسيط عن ما يدور في اليمن. Et avant de parler de la position officielle du gouvernement du Yémen, je voulais juste vous offrir un petit compte-rendu de ce qui se passe au Yémen aujourd'hui. تقريبا قبل 9 سنوات كان هناك انتخابات رئاسية وتم انتخاب رئيس جمهورية جديد، لكن هناك جماعة مسلحة تدعى جماعة الحوثيين انقلبت على الدولة، ومنذ ذلك الحين نحن نعيش حرب انقسمت فيها اليمن إلى طرفان، طرف تدعمه روسيا وإيران والطرف الآخر تدعمه التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات. Depuis 9 ans, il y a eu des élections présidentielles au Yémen et on a élu un nouveau président. Et ce président, il a été supporté. Ce président, il a le support des Houthis. Non. Oui. Après les élections à Yémen, depuis 9 ans, un groupe Houthi qui ont mené la guerre au Yémen pour avoir le pouvoir, bien sûr, qui est soutenu par l'Iran avec les Russes et tout ça, mais le gouvernement est soutenu, le président, avec l'Arabie Saoudite et ses partenaires. وإحنا عندما نتحدث عن الموقف الرسمي أكيد نتحدث عن الحكومة الرسمية اللي هي معترف بها دوليا ويعترف فيها المجتمع الدولي بما فيها الاتحاد الأوروبي ولديها دعم كبير من المجتمع الدولي. كموقف رسمي للحكومة اليمنية والشرعية الدولة الشرعية هو ليس واضح بدرجة كبيرة بقدر ما هو تقريبا متقارب من الموقف السعودي، وهو موقف ربما يدين التدخل الروسي في أوكرانيا، لكن في نفس الوقت هو وكأنه هناك معسكرين، المعسكر والموقف اليمني موقف الحكومة اليمنية هو من موقف الولايات المتحدة والمعسكر الآخر الذي هو ضد روسيا وإيران. Le gouvernement officiel au Yémen, elle soutient, elle a la même position du guerre en Ukraine que l'Arabie Saoudite, que l'USA. Elle est contre la guerre en Ukraine, elle défend l'Ukrainien et elle a la même position, elle a la même position de les États-Unis. نعم، هنا كما تحدثت بين الحكومة الشرعية، واحنا في اليمن لدينا حكومتين حقيقة، واليمن هي مقسمة إلى قسمين أو جزئين، حكومة شرعية كما تحدث وهي مدعومة من المجتمع الدولي، وهناك حكومة أخرى هي تدعمها إيران. فالحكومة اللي هي غير معترف بها دوليا هي بكل تأكيد تدعم التدخل الروسي، وهذا ينعكس بشكل واضح عن مسألة التوزيع الجغرافي والتوزيع الانقسام السياسي داخل اليمن.
il y a un autre gouvernement au Yémen, le gouvernement non officiel qui est soutenu par l'Iran et elle défend la position de l'Iran et la Russie, c'est-à-dire elle est pour la guerre en Ukraine. Quelle place dans les médias locaux quelle place a le conflit ukrainien dans les médias locaux? Comment ça, en Tunisie, par exemple, est-ce que c'est quelque chose qui occupe la une, l'actualité, ou est-ce que c'était les premiers jours et puis aujourd'hui on est dans une indifférence où le prisme économique qui est d'abord important? La première semaine après l'évasion russe en Ukraine, elle était la une, presque, elle fait la manchette, elle a collé plein d'encre et tout ça, mais après tout est calmé en revenant de parler à nos problèmes internes et tout ça. Et aussi un autre problème, puisque les médias tunisiens n'ont pas l'opportunité, n'ont pas les ressources financières nécessaires pour envoyer des reporters de guerre, des reporters qui peuvent apporter l'image de l'Ukraine ou même des frontières, qu'est-ce qui se passe en Ukraine. De toute façon, on prend les infos d'autres médias, par exemple France 24, Sky News et tout ça, mais il n'y a pas des très importantes pour ce qui se passe en Ukraine maintenant en Tunisie. C'est-à-dire, puisqu'il y a ces problèmes politiques, il y a une situation très exceptionnelle en Tunisie dans ce moment, il y a aussi problèmes économiques et sociaux, et tous les débats publics, elles se concentrent sur les intérêts tunisiens. Si on parle de l'Ukraine, on parle de ce problème de l'importation de blé et tout ça, mais non sur qu'est-ce qui se passe, quel est l'avenir de cette guerre, les victimes de la guerre et tout ça. Mais s'il y a des infos, par exemple, qui sont publiées concernant un attentat qui vise les écoles, qui vise les hôpitaux, qui vise les civils, cela peut prendre un peu la une, mais très rapidement, Alors, Jonathan, j'imagine qu'au Liban, il y a le même problème. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il y ait des envoyés spéciaux libanais à la frontière ukrainienne. Donc, ça pose la question de la subjectivité de vos sources quand c'est... forcément, si c'est des journalistes, tu disais, Amira, France 24 ou TV5 Monde, par exemple, pour ne citer que, il y a forcément un biais et une subjectivité. Comment on fait son travail, alors, dans ces cas-là, de journaliste? Oui, c'est la même chose comme a dit Amira. On a des problèmes de moyens. Surtout, par exemple, je travaille avec une média indépendante, donc on n'a pas du tout les moyens d'envoyer des journalistes de guerre, on n'a pas les ressources. Et donc, on fait beaucoup de second-hand journalism. On prend les infos qui sont publiées dans les agences de presse, AFP, AP, Reuters, même The Guardian, New York Times, Le Monde, France 24. On essaie de trouver ces sources à qui on peut faire confiance. Mais oui, il y a absolument le biais quand on parle de ça. Alors, je vais faire un peu de provoque, mais est-ce que finalement, du coup, on risque pas d'être victime d'une propagande, que ce soit d'un camp ou d'un autre, de la part de la Russie ou de l'Ukraine, puisque le métier de journaliste, finalement, c'est d'aller voir sur place et c'est d'aller voir par nous-mêmes et de poser les questions par nous-mêmes aux gens. Donc, travailler à partir de dépêches et tout, est-ce que ça biaise pas notre travail, finalement? Je pense que oui, il y a absolument ce risque, mais en même temps, je pense que en tant que journaliste, on peut avoir l'autocritique ou bien pas l'autocritique. On peut comprendre que la propagande existe des deux côtés aussi. Ce n'est pas seulement les Russes qui font la propagande. Donc quand on lit, par exemple, The Washington Post, moi je respecte beaucoup le Washington Post, mais je sais aussi qu'on lit ça d'un prisme américain qui regarde la guerre en Russie. Donc oui, il faut, je pense, toujours faire la balance entre les deux. Mais en même temps, cette question de biais de propagande, ça a provoqué une très grande réaction, je pense, au monde arabe, au Liban. Et je pense que c'était ça le discours qui a dominé la première semaine, pendant la première semaine, parce qu'on disait,
on critiquait pas la guerre autant qu'on critiquait les médias européens et américains et comment elles parlaient de la guerre. Et surtout quand on parlait des réfugiés ukrainiens civilisés, on disait qu'ils sont blonds, qu'ils sont blancs, qu'ils sont middle class, classe moyenne. Et du coup, la comparaison qui était très claire, c'était contre les réfugiés afghans ou syriens ou même palestiniens. Et cette comparaison, c'est ça qui a provoqué beaucoup les gens. Et donc, dès ce moment-là, on s'est méfié un peu de la presse européenne et américaine et comment elle couvrait cette guerre. Mais aussi, c'est juste, on passe l'info et non pas l'analyse. C'est juste, on passe des infos qui étaient publiées par Reuters ou France 24 ou n'importe quel autre média. C'est juste des infos et on ne fait pas l'analyse. Si je peux dire juste une chose, par exemple, quand il y avait le massacre à Boutcha et on en a parlé, par exemple, à Mégaphone, et là, c'est clair qu'il y a des preuves, c'est une histoire, il y a beaucoup de sources qui en parlent. Donc, on a fait ce qu'on pouvait. Mais ce qui était intéressant, c'est que le public, comme je vous ai dit au début, c'est le public qui est divisé entre pro-Russie et pro-Ukraine. Donc c'est le public qui nous a dit « Oh, vous copiez la propagande américaine, il n'y a pas de crime de guerre. C'est Zelensky qui a apporté des cadavres et il les a mis dans des positions pour faire semblant qu'il y a eu un massacre. » C'est vraiment des histoires un peu absurdes. Mais le public se méfie plus que nous, je pense. Justement, je rebondis sur une question pour Mohamed, sur la question des réfugiés. Est-ce que dans les médias yéménites, est-ce qu'on a parlé de cette question des réfugiés, de dire qu'on a accepté en Europe des réfugiés ukrainiens et qu'on n'a pas réservé le même sort à des réfugiés yéménites, par exemple, ou syriens? نحكى نفس الشيء باليمن انه اليمن انه اوروبا قبلت لاجئين اوكرانيين بس رفضت لاجئين افغان او سوريين. اي صحيح طبعا، وكما حدث بين كما حدث طبعا يعني كما بقيه الدول العربيه طبعا بان هناك حديث حول ما اذا كان هناك تمييز فيما يخص اللاجئين سواء اليمنيين او اللاجئين الاوكرانيين، وحدث تناول كثير في الوسائط اليمنيه وسائل الاعلام اليمنيه بان هناك تمييز بين اللاجئين اليمنيين واللاجئين من المنطقه العربيه بشكل عام وبين اللاجئين القادمين من اوكرانيا. Donc effectivement, c'est ça, qu'est-ce qui s'est passé dans les médias yéménites. On parlait aussi de ce sujet-là, la différence ou la comparaison injuste entre les immigrés ou les migrants yéménites et du tout le monde arabe et celui ukrainien. Est-ce que c'est quelque chose qu'il y avait en Tunisie aussi dans les débats, dans les débats politiques? Est-ce que c'est une question qui est revenue sur cette injustice un peu Oui, cette injustice de couverture médiatique et aussi de comportement avec les réfugiés, avec la guerre. Par exemple, on ne voit pas la même situation, les mêmes déclarations, les mêmes oppositions pour la guerre au Yémen, pour la guerre en Syrie, pour la guerre et même pour ce qui a passé en mois d'août à Afghanistan et en Libye aussi. Malgré que toujours on trouve l'Amérique, on trouve la Russie, on trouve quelques pays européens aussi, même la France, qui font partie de ces guerres. Mais par exemple, quand on voit le comportement de quelques pays européens avec les réfugiés syriens, c'est très malheureux. Par contre, on voit un accueil chaleureux pour les Ukrainiens. Ce sont des réfugiés aussi, tout mon soutien. Mais ce double discours met la confiance dans ces pays entre parenthèses. Une autre question pour Jonathan, mais sur les réseaux sociaux, par exemple, on a pu voir que les gens comparaient beaucoup aussi en disant, avec ce qui s'est passé au Liban, mais avec aussi la Palestine, en disant il y a une occupation aussi en Palestine et on en parle beaucoup moins. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui revient dans le discours au Liban? Oui, absolument. Mais même hier, quand il y a eu le meurtre de Shirin Abu Akleh, et on voit dans le New York Times, on dit... Une journaliste vedette de Al Jazeera, correspondante en Palestine, qui a été victime... Alors, les mots sont difficiles parce que certains disent victime, certains vont dire abattu d'un tir israélien. Il y a une enquête qui est en cours, donc bon, voilà.
Oui, donc on remarque que quand des journalistes meurent en Ukraine, on dit journaliste meurt à cause de fusillades russes ou bien quelque chose comme ça, artillery. Mais dans le New York Times, on dit on utilise the passive voice. On dit died, was killed in clashes between Palestinians and Israelis. C'est comme s'il y avait du feu des deux côtés. On dit jamais qui a fait quoi. Et même The Guardian qui a normalement une position beaucoup moins biaisée sur la Palestine. On a dit tué par les Israéliens. Al Jazeera accuse les Israéliens d'avoir tué Shirin. Et juste sous le titre, on écrit Israel denies. Et d'habitude, ça, on ne le fait pas quand on parle de Poutine. On met la réponse de Poutine à la fin de l'article dans le paragraphe qui est au bas. Donc, il y a absolument ça. Mais si je peux dire quelque chose, parce que j'ai eu ce débat beaucoup avec des collègues libanais et des amis libanais, et ma position, c'était un peu... Je pense que c'est facile, et c'est très vrai qu'il y a un biais raciste et politique dans les médias occidentaux. Mais en même temps, je pense que c'est un peu la faute des pays arabes qu'on n'a pas des médias qui peuvent couvrir nos propres conflits. Et là, la question, c'est pourquoi on attend ces médias de parler de la guerre au Yémen, de la guerre en Syrie ou de la guerre en Palestine. Pourquoi nous, on n'a pas les moyens d'en parler avec la même légitimité? Surtout pas le droit. Et on n'a pas le droit. Oui, et je pense qu'il y a des régimes arabes qui ont fait ça exprès, qui se sont assurés qu'on ne peut pas en parler, qu'on n'a pas des médias forts avec la légitimité de New York Times, par exemple, en Syrie. Et ça aussi, on peut dire que oui, mais il y a aussi les pays occidentaux qui se sont alliés et on peut... Donc finalement, est-ce que c'est plus facile de parler de la guerre en Ukraine que de parler de la guerre au Yémen, par exemple, dans certains régimes arabes? Oui. Pour moi, je pense que oui. Parce qu'on sait ce qui se passe en Ukraine. Il y a 3000 journalistes là-bas, mais on ne sait pas ce qui se passe au Yémen. Peut-être que oui, bien sûr. أعتقد هو نفس الوضع في اليمن هو كبقية الدول العربية كلبنان وغيرها. وفي الحقيقة هناك مسارين رئيسيين يمكن أن يتحدث فيها الصحفيون اليمنيون داخل اليمن وناشطي وسائل التواصل الاجتماعي. Donc j'imagine au Yémen, c'est comme dans tous les pays arabes, mais au Yémen, il y a aussi deux chemins d'information. Il y a aussi les réseaux sociaux. فالصحفيون اليمنيون دائما يتحدثون عن أو الإعلام في اليمن دائما يتحدثون عن ربما يسمونها ازدواجية في التعامل من قبل الصحافة والمؤسسات الغربية الإعلامية في التعامل مع الصحفيين. فمثلا على سبيل المثال عندما يستهدف صحفيون في أوكرانيا يكون التفاعل الغربي ربما هم يرونه بهذا الشكل بأنه يكون التفاعل أقل مما إذا كان هناك استهداف للصحفيين اليمنيين. لا سيما هناك حادثة قريبة حدثت في اليمن. هناك 4 صحفيين تم الحكم عليهم بالإعدام من قبل جماعة الحوثي. ويرى الصحفيون والناشطون في اليمن بأن هذه القضية ربما لم تنال الاهتمام الكافي مقارنة بما يحدث في أوكرانيا. Donc au Yémen, par exemple, on parle énormément de double standard. Pourquoi la mort d'une journaliste étrangère, il a énormément des réactions sur les réseaux sociaux, alors que dans les Yémen, dans les pays arabes, on ne voit pas ces réactions-là. Et par exemple, au Yémen, dernièrement, il y avait une pénalité à mort pour 4 journalistes par le régime de Houthiyyin, et on n'a pas parlé autour de ça. Est-ce qu'on peut dire que, alors je rebondis sur ce que vous disiez, monsieur, est-ce qu'on peut dire que dans les pays, même si on s'éloigne un peu du sujet, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une censure en Tunisie ou au Liban ou au Yémen, chacun votre tour? Bon, en Tunisie, non, il y a les moyens et les problèmes internes qui intéressent les Tunisiens. Mais on n'a pas aussi des médias internationaux qui diffusent, comme Sky News ou comme Al Jazeera. On a des petites entreprises médiatiques. Mais par contre, au Moyen-Orient, tous les médias se sont favorables à les lignes éditoriales de ces médias se sont fixés par le régime, par les gouvernements, par le roi, c'est-à-dire toujours en rapport avec le régime. Par exemple, vous ne pouvez pas trouver Sky News dénonce ce qui se passe en Arabie Saoudite.
ou Al Arabiya dénonce ce qui se passe en l'Émirat ou même quelques pays qui est très proche à eux. Et en même temps, vous ne pouvez pas trouver Al Jazeera qui dénonce les menaces de la liberté de la presse, des droits de l'homme en Qatar. C'est interdit. Sinon, vous allez au prison, même vous allez menacer et peut-être condamné à mort. Alors, oui, mais aujourd'hui, avec l'accès à Internet, parce que maintenant, tout le monde, même en Tunisie, tout le monde peut avoir accès à Internet avec une puce. Internet en Tunisie, c'est pas comme Internet comme on le connaît ici. C'est vraiment, on recharge une carte, mais tout le monde. C'est-à-dire que même dans les villages reculés où il n'y a pas de téléphone encore, moi, ça m'a toujours fait sourire parce que je suis d'origine tunisienne et dans les petits villages les plus reculés, le téléphone fixe n'est jamais arrivé, mais du coup, ils sont passés de sans téléphone à téléphone portable et du coup, maintenant, tout le monde a accès à Internet. Alors, il n'y a pas aussi cette responsabilité de chercher l'information? Oui, mais puisque aujourd'hui l'information, elle est partout. Peut-être je peux trouver l'information chez n'importe quel autre média. Si je soutiens, par exemple, l'Ukraine, je peux aller chez des médias occidentaux, je peux aller chez des médias américains et tout ça. Ici, l'inverse, je cherche ailleurs. Mais en Tunisie, on n'a pas ce problème de que le régime c'est qui décide qu'est-ce que nous passe, de quoi on parle dans nos médias. Non, on est déjà libéré depuis 14 janvier 2011, mais les médias en Tunisie, ce sont des petites entreprises qui n'ont pas les moyens et pour cela, elles parle surtout sur les problèmes locaux, sur les problèmes politiques qui étaient aujourd'hui en Tunisie et l'économique et tout ça. Si on parle de la guerre, on commence par les plus proches, c'est-à-dire on parle de la situation en Libye, on parle de la situation en Syrie, on parle de Yémen, et puis, c'est-à-dire ce qui se passe en Ukraine, c'est en deuxième... Mais en France, on idéalise beaucoup aussi la liberté de la presse parce qu'aujourd'hui, la plupart des médias appartiennent quand même aussi à des grands groupes industriels. Et finalement, est-ce qu'on est plus ou moins libre? Je ne sais pas, je pose un peu la question provoque, mais c'est vrai, aujourd'hui, quel média est totalement libre, à part Mediapart ou Politis ou des médias qui font appel... à des appels aux dons. Aujourd'hui, il y a des grands groupes qui dirigent aussi les magazines. Alors moi, je trouvais intéressant justement l'article d'Alain Grèche qui va pile avec le thème de la table ronde. Quand le Sud refuse de s'aligner sur l'Occident en Ukraine, c'est ce qu'on disait tout à l'heure en préambule. Est-ce qu'aujourd'hui, ça veut dire qu'on irait vers un nouvel ordre géopolitique? Peut-être Mohamed. صحيح. بالنسبة للنقطة المتعلقة في الحصول على المعلومة داخل اليمن طبعا هناك الطريقة الوحيدة للحصول على المعلومات فيما يخص الأزمة الأوكرانية ومختلف الأحداث حول العالم هي وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما في الوسائل الإعلامية اللي هي تعد معارضة لجماعة الحوثي، باعتبار أنه حوالي 90% من المؤسسات بما فيها المواقع الصحفية التي تناهض جماعة الحوثي تم حظرها من مواقع الانترنت باعتبار أنه الاتصالات تحت سيطرة جماعة الحوثيين حتى الآن. Donc au Yémen, les informations sont plutôt retrouvées via l'Internet. Donc tout ce qui concerne la guerre en Ukraine, on pourrait trouver sur les réseaux sociaux. Mais en même temps, il y a 90% des informations qui sont bloquées parce que les informations, le système informatique, c'est contrôlé par le Houthiyyin. Donc le système, tout ce qui est contre le Houthiyyin ne peut pas être diffusé fortement sur les réseaux sociaux. وبالتالي هناك تحدي كبير بالنسبة للصحفيين والإعلام في اليمن أنه يحصل على معلومات، لا سيما مثلا موقع الجزيرة أو موقع العربي وكثير من المواقع المهمة لا تستطيع أن توصل إليها من داخل اليمن من خلال الشبكات اليمنية الانترنت إلا من خلال برامج فك الحظر وغيرها، وهي تحديات من أهم التحديات التي تواجه القراء والمتابعين في اليمن. Donc il y a une grande difficulté pour les publics au Yémen de retrouver ces informations. Par exemple, c'est difficile de retrouver le Jazeera ou l'Arabiya. Donc il faut utiliser des outils et d'applications pour des VPN pour avoir accès à ces informations-là. Donc il y a énormément de difficultés
à l'accès à l'information au Yémen. إضافة إلى ذلك التحديات التي تواجه بالنسبة بما يتعلق بسرعات الإنترنت هناك تحديات كبيرة فيما يتعلق بسرعة الإنترنت وهذه من ضمن التحديات التي يمكن تضاف التي تعيق الحصول على المعلومة. Il y a aussi l'enjeu de la vitesse de l'Internet. Donc ça aussi, ça pourrait jouer un rôle dans l'accès à l'information, aux informations via les réseaux sociaux ou via l'Internet. Il y a eu combien de morts depuis 9 ans au Yémen, morts civiles? هي أعداد كبيرة لكن لو تحدثنا فقط في المجال الصحفي لدينا ما يزيد عن أو بالتحديد لدينا 52 صحفي وصحفية قتلوا حتى الآن بالإضافة إلى كما ذكرت سابقا بأن لدينا 4 صحفيين مهددون بالقتل أو بالإعدام من قبل جماعة الحوثي وهذا رقم كبير مقارنة ببقية الدول والأحداث التي حدثت حول العالم. Donc au Yémen, on ne peut pas parler des nombres des citoyens qui ont été morts, mais si on parle des journalistes qui ont été morts pendant la guerre, c'était 52 journalistes. Et aussi, il y a le fait qu'il y a les 4 journalistes qui sont menacés à mort par le Houthiyyin aujourd'hui. Alors malheureusement, il y a une règle qu'on apprend dans les écoles de journalisme où on dit qu'un mort, il y a la loi géographique, ça s'appelle, où on dit qu'un mort que c'est plus proche de nous et plus important que 1000 morts très loin de nous. Donc voilà, c'est ce qui malheureusement ce qui s'applique aussi, puisqu'aujourd'hui, je le disais tout à l'heure en préambule, on parle très peu du conflit yéménite dans les médias mainstream. Alors je propose qu'on prenne des questions dans la salle, s'il y en a. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui, bien sûr. À propos d'un mort proche de nous, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi parce que c'est aussi le régime de Vladimir Poutine qui a géré la guerre en Syrie à partir de 2014, je pense. Et donc, il y a vraiment ce sentiment que le monde n'a rien dit quand Poutine tuait des Syriens, des milliers de Syriens, il jetait des bombes sur des hôpitaux, sur des écoles, et on lui dit... Bien sûr, on le condamnait, mais pas aussi fort qu'on condamne aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine. Et donc, je pense que ça a beaucoup influencé ce qui se passe aujourd'hui. Et ça a appris Poutine qui peut faire un peu tout. Et aussi, les arguments qu'on entend, le fake news, la propagande russe, la propagande du Hezbollah qui supporte Vladimir Poutine, c'est presque les mêmes arguments qu'on a entendus en 2014 et en 2015 et en 2016. Il y avait même une journaliste pro-Hezbollah au Liban qui parlait de la Russie et de la guerre, de l'invasion de l'Ukraine. Et elle a dit presque le contraire de ce que je dis maintenant. Elle a dit, la même chose va se répéter maintenant, on va nous parler de crimes de guerre en Ukraine, comme on nous a parlé de crimes de guerre en Syrie. Et ben voilà, ils sont où les crimes de guerre en Syrie? Ça fait 10 ans et on n'a rien vu. Et elle a même dit, on dit que la révolution en Syrie a commencé quand on a kidnappé des enfants. Mais en fait, est-ce qu'on connaît les noms de ces enfants? Est-ce qu'on sait que ça s'est vraiment passé? Eh bien oui, on connaît leurs noms. On connaît leurs noms et on sait où ils sont et on a des témoignages, on a des preuves. Et là, 10 ans plus tard, elle insiste que ces gens n'existent pas. Et je pense que la même chose se passe aujourd'hui en Ukraine et va se passer d'ici 10 ans si la guerre dure, malheureusement. Est-ce que ça veut dire qu'à l'époque, les médias occidentaux ont mal fait leur travail? Enfin, de manière un peu provoque, hein, encore une fois. Je suis désolée, je suis un peu brute. Hein. Non, ça va, j'étais un peu plus jeune depuis 10 ans, donc je ne me souviens pas trop, mais je sais au moins comment on a parlé des réfugiés syriens, et je compare maintenant comment on parle des réfugiés ukrainiens et je pense que it's unfortunate. Quand tu dis jeune, tu as quel âge? Maintenant, j'ai 30 ans. D'accord. J'avais 20 ans, mais je n'étais pas... Non, mais 30 ans, c'est toujours jeune encore, je te rassure. Il y avait une question là-bas. Merci à nos intervenants, c'est vraiment passionnant. Peut-être une question pour rebondir sur ce que disait Jonathan, là, juste maintenant, mais ce qu'il disait aussi avant, par rapport à la façon dont les médias, ici en France, puisque tu vis en France, donc tu suis les médias français, d'après toi, pourquoi il y a cette différence de traitement, de vocabulaire, quand on parle de réfugiés syriens ou de réfugiés ukrainiens dans les médias? Parce que je pense qu'on ne peut pas accuser les patrons de médias de dicter aux journalistes en France la manière dont ils doivent parler des réfugiés. Peut-être sur certains médias
d'extrême droite ou projet d'extrême droite, mais les autres, on ne leur a pas dit de parler positivement des réfugiés ukrainiens et ne pas parler ou parler de manière négative des réfugiés syriens. D'où ça vient? Et en lien avec ça, c'est par rapport à la couverture de la guerre en Ukraine par les médias ici, que vous devez suivre, surtout Amira et Jonathan, est-ce que vous avez l'impression que le traitement de la guerre par les médias français est objectif? Et est-ce qu'ils prennent assez de recul par rapport aux informations? Parce qu'une guerre, d'une manière générale, c'est aussi une guerre d'information. Et toutes les parties font de la propagande. Il n'y a pas... alors, à plus ou moins haute dose, il y en a qui font beaucoup de propagande, d'autres un peu moins, mais il y a de la propagande de tous les côtés. Est-ce que vous avez l'impression, alors chez vous peut-être, mais aussi ici, que les journalistes et les médias prennent suffisamment de précautions par rapport aux informations qu'ils obtiennent, que ce soit des informations qui proviennent de la Russie ou du camp occidental et notamment des Ukrainiens? J'avais posé la question tout à l'heure, au tout début, mais vas-y. Ok. D'abord, j'ai beaucoup de respect pour les journalistes occidentaux. Non, vraiment, il faut dire ça parce que je trouve que j'ai beaucoup confiance d'habitude. Mais pour la première question, je pense qu'il y a un biais. On ne peut pas généraliser. Il y a beaucoup de journalistes qui ont offert une couverture très, comment on dit, fair de la guerre, même les comparaisons. Mais il y a un biais malheureusement raciste et même classiste quand on dit que tous les Ukrainiens, ils sont... il y avait quelqu'un qui a dit « They're all middle class, prosperous, and we're looking at refugees with laptops » or something like that. Et là, du coup, ce qu'on fait, c'est on efface les réfugiés ukrainiens qui ne sont pas middle class, qui sont working class, qui n'ont pas les moyens nécessairement, et qui ne sont pas blancs, et qui ne sont pas blonds, et il y en a beaucoup, et on les a effacés d'un coup. Et on a aussi effacé tous les réfugiés syriens et arabes et yéménites et palestiniens qui sont middle class et qui ont aussi des téléphones et des laptops. Et je me souviens qu'on utilisait ça comme un argument contre eux. Ah, t'es réfugié, t'as un téléphone. Ben, pourquoi t'es réfugié alors? Pourquoi tu as un iPhone? Si tu as nagé ici, pourquoi tu as encore ton téléphone? C'est des questions qu'on a entendues pendant 10 ans. Et ça, je pense que ça peut seulement s'expliquer par des biais racistes et classistes que cette guerre, they were betrayed in the coverage. Je pense que c'est important de dire qu'ils existent pour qu'on puisse les corriger. Il y avait un homme politique qui disait que les Ukrainiens, c'était essentiellement des instituteurs, des ingénieurs, et que ça allait être une migration positive. Je ne sais plus exactement le verbatim, mais il y avait eu ça dans une émission où c'était quand même profondément choquant, parce que ça donne le sentiment que de toute façon, une immigration doit être forcément... quand c'est des réfugiés, on doit en tirer quelque chose. On doit tirer quelque chose de ces réfugiés. Sauf que le mot réfugié, c'est bien trouver refuge parce qu'il se passe quelque chose. Enfin, je vais juste ajouter que peut-être Jonathan est plus jeune que moi, mais je me souviens bien de cette propagande qui était menée par certains, toujours on ne dit pas tous les journalistes, pour la guerre américaine contre l'Irak, pour le nucléaire qui n'existe plus, qui n'existe pas. Il n'a jamais existé. Et après, il n'y a pas de recul, il n'y a pas des propos contre ces guerres. Et, si on regarde l'Irak aujourd'hui, on voit la catastrophe, on voit le résultat de cette guerre menée par l'Amérique pour un cause qui n'existe pas. Il n'y a pas de nucléaire, il n'y a pas d'armes que menacent ni les pays de Golfe, ni l'Amérique, ni n'importe qui. Mais en conséquence, on voit Daesh, on voit cet horrible résultat de guerre. La même chose en Syrie. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller en Syrie en 2013. Après la révolution syrienne, les Syriens disent toujours qu'ils sont révoltés pour avoir la liberté, comme les Tunisiens, comme les Libyens. Mais après, il y a d'autres mains, d'autres pays qui sont venus pour faire d'autres choses en Syrie, pour un autre plan, pour un
nouvel Moyen-Orient peut-être pour un nouvel dispositif des pays. Et on n'a pas vu aux médias, malheureusement, c'est pas tous, toujours je rappelle, on n'a pas vu la dénonce de ce qu'a fait la Turquie en Syrie, qu'a fait la Russie en Syrie. On n'a pas vu aussi la dénonce de ce qu'a fait la France en Libye, après la mort de Kadhafi. Aussi, c'est juste à côté. Et après, on voit les Russes en Libye, on voit les Turcs en Libye, on voit les Français en Libye. Mais quel est le résultat de ces guerres? Toujours les peuples de nos pays, et même aujourd'hui, cette guerre en Ukraine, il y a le soutien de l'Europe, le soutien de l'Amérique avec les armes, avec l'argent, mais le peuple ukrainien, c'est lui le victime de cette guerre qui était peut-être qu'il n'a pas il n'a pas de raison d'être, cette guerre, puisque l'Ukraine était encouragée avec l'Amérique, avec d'autres pays, d'être soutenue par des pays, mais en réalité, sur Terre, ce sont les Ukrainiens aujourd'hui. Et même on trouve des ambassadeurs ukrainiens en pays d'Afrique qui essayent maintenant d'avoir des Africaines pour les amener en Ukraine pour les guerres avec eux. Mais c'est toujours, il y a malheureusement cette vision et ce comportement qui était injuste pour des politiques menées par des gens, même qu'il est le président des États-Unis, même qu'il est Poutine, même qu'il est Macron, même qu'il est n'importe quel nom, mais le victime, c'est l'être humain, c'est la vie, c'est la personne, n'importe quelle nationalité, s'il était libyen ou syrien ou ukrainien ou irakien ou afghan, c'est n'importe quel... Ça ne m'intéresse pas. C'est un être humain qu'il doit vivre, qu'il est très loin de ces chambres noires, je dis comment il fabrique, il veut changer tout sans prendre en considération la vie humaine. La question de monsieur. Oui, s'il vous plaît, je veux juste dire un mot. Je veux dire, c'est bon? Je vais commencer par dire un mot sur le journaliste. Moi, je trouve que vraiment, ça ne tient pas debout de parler des journalistes en général. Il y a des journalistes et des journalistes, il y a des journaux et des journaux, il y a, on sait, vous avez vu peut-être autant que moi, Média Crash avant-hier au studio, et qu'effectivement, 95% quasiment des médias françaises sont la propriété des grands groupes industriels ou militaires. Ça, c'est une chose. Et pour les journalistes aussi, je vais donner un exemple. L'exemple, c'est qu'avant la guerre, l'invasion russe de l'Ukraine, le 24 février dernier, il y avait des commentaires un mois avant, au moins. Tous les matins, il fallait voir, est-ce que Poutine va envahir l'Ukraine? Est-ce que oui ou non? Et il y a des grands journalistes, si vous voulez, je peux vous en donner quelques-uns, qui, ah non, Monsieur Poutine, c'est un acteur stratégique raisonnable. Il ne va pas envahir l'Ukraine. Parce que si, parce que ça, parce que ça. Et c'est des gens qui, le lendemain de l'invasion, ils ont dit autre chose. Je veux dire, c'est des responsables des services étrangers du Figaro, c'est des gens de cet ordre-là, et qu'il y avait tous les matins un commentaire pour dire ce qu'ils veulent dire. Sans parler des hommes politiques, en tout cas, et des journalistes et de la puissance de radio rachat et ainsi de suite. Moi, je suis un peu plus vieux que vous, Jonathan. Et je me souviens, pas seulement, je me souviens de 99, quand Poutine est arrivé au pouvoir. Il s'est rendu en Tchétchénie, qui était en guerre. Et qu'est-ce qu'il a donné comme cadeau? C'était autour de Noël. Qu'est-ce qu'il a donné de cadeau aux officiers russes? C'était des poignards. Alors, voir un chef d'État qui arrive avec ça, et il n'a pas fait seulement la Syrie. La Syrie, c'était en 2015, d'accord. Mais il y en avait avant, la Géorgie, il y avait la Crimée, et il y avait tout ça. Poutine, quand ils nous disent qu'effectivement, on a découvert que Poutine, il a fait ce qu'il a fait, c'est de la malhonnêteté intégrale, parce que les grandes
décisions de tous les États membres du Conseil de sécurité et autres, c'était à travers des intérêts. Je veux dire, Gerhard Schröder, ce n'est pas quelqu'un disons, qui était inconnu. C'était un chancelier allemand qui a fait un grand projet pour rendre l'Allemagne dépendante de la Russie. C'est quoi ces histoires? Je veux dire, ils viennent nous raconter maintenant, ça a pris des années et des années pour construire ça. Ce que je veux dire, qu'effectivement, il y a d'autres intérêts qu'ils pensaient les États-Unis, la France, l'Union européenne, ou bien ils étaient à court terme, ou bien à courte vue, ou bien ils s'en foutaient de tous les intérêts des Ukrainiens maintenant, parce que je suis désolé de le dire, il y en a beaucoup de gens qui vont aller se rendre en visite en Ukraine, parce que les Ukrainiens, ils ont tenu debout. Je suis désolé, mais s'ils étaient écrasés en 2 semaines, on ne parlerait plus de l'Ukraine. Ça, je peux vous le garantir. L'autre chose, je veux dire, comment les journalistes arabes voient effectivement ce qui se passe. Moi, je veux dire quelque chose. Comment les journalistes occidentaux, ils voient la résistance des Palestiniens? Moi, je veux bien dire qu'il y a des terroristes partout, en Israël, il y en a partout. Il y en a en Palestine, il y en a partout. Mais pourquoi on parle seulement, puis on ne parle pas de la résistance des Palestiniens? Et ça fait pourtant un siècle qu'ils résistent, les Palestiniens. Ce n'était pas hier, avant-hier. Et chaque fois, les actes qu'ils font, qui sont aussi condamnables, quand il y a effectivement du terreur et des civils visés. Mais néanmoins, fondamentalement, la question, c'est la question de l'expropriation de leurs terres. Et qui résistent à ça, c'est tout. Qu'on leur donne même un État palestinien en Cisjordanie à Gaza, on n'en parle plus. Bon, merci. Merci, parce que là on s'éloigne un peu du sujet, mais oui, mais on va revenir. Je voudrais pas qu'on me taxe d'avoir voulu amener la question palestinienne vu mes engagements sur la question. Alors je vais revenir à l'Ukraine. Et est-ce que quelqu'un a des questions dans le public? Il y a des questions ou je reprends moi le fil? Moi je peux être une grande bavarde, alors je peux poser plein de questions encore, hein, mais. Je me demandais, comme vous avez à la fois le point de vue oriental et occidental, comment ça se passait quand vous avez des discussions avec votre famille restée dans votre pays ou vos amis, si ça ne donne pas lieu à des débats plus ou moins difficiles ou pas? Avec nos familles, c'est-à-dire en sujet de la guerre ou Oui, par exemple, sur les médias, etc. Bon, c'est toujours presque le même problème qu'on a déjà parlé au crash média, c'est-à-dire cette confiance des gens aux médias. C'est le même problème qui se pose en Tunisie aussi. Il y a toujours la version diffusée par les médias et une version populaire qui se déroule sur les réseaux sociaux et tout ça. Pour nos parents, ils posent des questions. Qu'est-ce qu'il se passe? Poutine il a raison ou Zelensky il a raison? Voilà, il encourage Zelensky puisqu'il a résisté malgré que toutes les estimations étaient avant qu'il va tomber presque, puisque la Russie est plus forte et tout ça. Mais c'est toujours ces questions qui se posent autour des sujets de guerre, mais toujours on retourne vers ce qui se passe en Syrie, en Libye, en Palestine surtout, et en Irak. Je crois qu'il y a aussi un point important dont on ne se rend pas compte aussi quand on regarde ça d'ici en tant que Français. Moi qui ai la binationalité, qui suis française et tunisienne, on en parlait tout à l'heure avec Amira, il y avait les assises du journalisme à Tunis il y a 1 mois et demi. Moi j'ai été frappée très très fort par la crise économique que traversait aussi la Tunisie. Et je crois qu'aujourd'hui, leur question principale, quand on dit quel est le regard des journalistes du monde arabe ou d'Afrique, finalement, leur regard, c'est comment on fait pour manger demain, en fait. C'est quand même si ça les intéresse, ce qui se passe en Ukraine, ils sont aussi très impactés par les problématiques là tout de suite. Là, on parle vraiment de qu'est-ce qu'on va manger demain. Moi, j'ai jamais vu, et on en dit tout à l'heure, je le disais à Amira, j'avais jamais vu de personnes âgées mendier dans les rues en Tunisie. Ça n'existait pas. Ça existait dans d'autres pays du Maghreb, ça n'existait pas en Tunisie. Donc je pense que
il y a aussi, on se méprend aussi sur ce qui se passe de l'autre côté de la rive, et qu'il y a des questionnements qui sont très importants et qui sont complètement zappés des médias mainstream. Bon, voilà, je voulais juste le dire. Juste ici, je veux dire un mot. La situation économique en Tunisie, c'est vrai qu'elle est très délicate. Elle est très délicate, surtout ces dernières années. Mais aussi, si on regarde la position d'autres pays en ce qui se passe en Tunisie, puisqu'il y a une situation exceptionnelle, il y a projet de nouvelle constitution, des élections en fin de l'année. Mais aujourd'hui, la Tunisie mène des négociations avec les familles pour avoir un prêt. Mais à cause des pressions des États-Unis, à cause des pressions des pays membres de l'FMI, presque tout est gelé jusqu'à que le président accepte d'avoir des négociations avec la partie islamiste en Tunisie. C'est-à-dire toujours, on revient vers que le chantage et le sujet politique pour faire des pressions sur le peuple tunisien, sur le gouvernement, sur le pouvoir tunisien, pour qu'il accepte des choses qui n'étaient pas acceptées par le peuple tunisien, par exemple. Ils ont révolté contre le régime qui a gouverné 10 ans, mais après. C'est-à-dire, c'est vrai que la situation était grave depuis ces 10 ans, mais elle était aggravée maintenant. Et aussi, c'est toujours, on revient vers la question politique et la question d'autres pays qui met son nez dans nos affaires pour nous forcer d'avoir d'autres positions. malheureusement. عفوا انا ممكن اعلق على السؤال الاخير. هو ممكن نقول بان الانقسام السياسي مثلا داخل اليمن بين اطراف الصراع داخل اليمن انعكس بشكل كلي فيما يتعلق بالازمه الاوكرانيه الروسيه الاوكرانيه. فعلى سبيل المثال في المناطق التي تسيطر عليها جماعه الحوثي لن يكون من السهل من شخص معين مثلا ان يتحدث انه يقف الى الصف الشعب الاوكراني في الدفاع عن نفسه ضد الروس، باعتبار ان الحوثيين هم يقفوا الى جانب الروس، باعتبار ان الروس يحاربون الامريكان. وكما تحدث ايضا الزملاء، يعني النظره داخل اليمن بالنسبه لاطراف الصراع هم يتحدثون وكانها حرب بين الامريكان وبين الروس، دون النظر الى ان هناك ربما من يدفع الثمن هم المواطنون الاوكرانيون فقط، وكانهم كان الروس والامريكان هم يتحاربون في الفضاء وهكذا. Donc oui, au Yémen, c'est la division entre les Houthis et le régime légitime. Donc il y a un impact énorme sur le public et l'opinion des publics. Donc les gens, ils peuvent pas, par exemple les gens dans les parties où c'est contrôlé par les Houthis, ils peuvent même pas dire qu'on est avec les Ukrainiens, parce que c'est les Houthis, ils sont avec les Yéménites, ils soutiennent les Russes dans cette invasion. Donc il y a cet impact-là énorme sur les opinions. Et aussi le fait oui, que c'est pour les Yéménites, ils ne regardent pas cette guerre comme une guerre de Russie sur les Ukrainiens, mais c'est plutôt une guerre entre deux pôles, le pôle russe et le pôle américain. Et quelquefois, on oublie qu'il y a des victimes dans ces guerres qui sont les citoyens. Je peux ajouter quelque chose à ça. Ce phénomène, je pense, se reproduit beaucoup chez nous. À chaque fois qu'il y a un soulèvement populaire, des démonstrations, des demandes des droits de l'homme, même des questions qui sont sociales, les droits de la femme, droits des minorités, droits des LGBT, même l'écologie, tout ça. À chaque fois, on a la réponse que c'est un plan américain pour changer le régime, pour infiltrer le Liban, c'est les Américains qui veulent faire tout ça. Quand on a eu le soulèvement populaire au Liban en 2019, le plus grand argument
je dis argument comme si c'était rationnel, mais le plus grand argument que le régime a utilisé contre nous, et je parle spécifiquement du Hezbollah et ses alliés, c'était que les gens dans la rue sont payés par l'ambassade américaine, ce sont des agents américains, ils font tout ça parce qu'ils veulent changer le régime. Et ça, cet argument, il se reproduit partout. Il y a toujours le monstre, et surtout qu'il y a l'Israël à côté de nous, qui est vraiment un monstre à mon opinion, et il y a vraiment l'Israël, et ça devient un argument très fort de dire tout le temps que, oui, c'est l'Israël, c'est les Américains, vous voyez comment ils s'en foutent quand il y a le soulèvement populaire en Palestine, on n'en parle pas, alors pourquoi vous leur faisiez confiance maintenant qu'ils vous parlent de l'Ukraine? Et là, vraiment, je pense qu'il y a une responsabilité chez les médias occidentaux, je sais pas, mais il y a une responsabilité vraiment d'être plus fair avec leur couverture de ces sujets, parce que quand on perd la confiance, quand on sait ce qui se passe en Palestine, parce qu'on a des amis en Palestine, et on lit quelque chose dans le New York Times qui raconte une autre histoire, ou une histoire d'une façon très manipulative, je dirais, oui, on perd la confiance. Et après, quand on lit une autre histoire à propos de l'Ukraine, pourquoi on va la croire? C'est simple. On va prendre une dernière question, parce qu'on doit libérer la salle. C'est par rapport à la couverture, justement, en fait. La couverture, finalement, qui est-ce qui décide d'envoyer des journalistes sur le terrain? C'est pas obligatoirement les journalistes, ou à moins que ce soit des indépendants qui se payent leur trajet, etc., et qui reviennent avec des piges. Mais finalement, celui qui décide, c'est le patron de presse, enfin le rédacteur en chef. Et aujourd'hui, en France, on a quand même, ce que vous disiez tout à l'heure, après avoir vu le film, on a un paysage compliqué. Donc finalement, les patrons de presse ne sont pas obligatoirement liés à la presse, mais sont plutôt des hommes d'affaires du luxe. Donc en fait, la couverture, cette couverture pourquoi est-ce qu'on envoie beaucoup plus de journalistes en Ukraine? Pourquoi est-ce qu'on en a envoyé pratiquement 0 en Syrie? Et pourquoi pas beaucoup en Irak? Enfin, je pense que c'est une question vraiment foncièrement politique. Et moi, ce que je voudrais, c'est poser la question à l'envers aux intervenants. Qu'est-ce que eux pensent de notre couverture? C'est-à-dire que comment est-ce que vous percevez le fait que nous, on choisisse d'envoyer peut-être, je ne sais pas combien de personnes sont en Ukraine. On l'avait posé au début aussi, en fait, la question. Je pense que vous n'étiez pas là au tout début. Ah bon, si je peux me permettre, parce que je trouve que les patrons de presse, sur des sujets comme ça, je trouve qu'ils ont un peu bon dos. Moi, j'ai des amis, plusieurs journalistes qui travaillent dans la rédaction internationale d'un média public en France. C'est pas la patronne c'est que des patronnes, de toute façon, on ne pourra pas savoir qui c'est, qui décide. C'est les rédacteurs en chef. Et moi, j'ai des amis qui étaient sur le terrain, envoyés spéciaux en Afrique pendant plusieurs mois. Les rédactions en chef, c'est pas pour des raisons politiques. Le Yémen, ça n'intéresse pas le public, on ne le couvre pas. C'est plutôt ça le problème, à mon avis, dans beaucoup de rédactions ici. C'est qu'on considère que ça, c'est important, ça, c'est pas important. Après, ça intéresse, ça intéresse pas. Il y a une question de moyens, parce que moi, je suis rédac chef. Et on a couvert le Yémen, mais on a couvert le Yémen parce qu'on a pu trouver des pigistes qui y allaient. Mais j'ai pas de correspondant, je pourrais pas payer un correspondant spécial. Enfin, je pourrais pas payer un correspondant sur place. Mais voilà, je parle de médias publics qui ont beaucoup de moyens, qui ont des gens basés sur le terrain en permanence, mais les rédactions en chef considèrent souvent que le Yémen, c'est pas vendeur. Donc ton sujet, même si tu es sur le terrain, que ça me coûte pas 1 euro de plus, puisque tu es déjà, j'en veux pas. On revient à la loi géographique dont on parlait tout à l'heure. Voilà. Il y a ça aussi. Bon, il y a ça aussi. Et puis, ça dépend... Pardon? Oui. Mais on l'a dit tout à l'heure, c'est pour ça. Mais en plus, on doit vraiment laisser la salle, je suis désolée, parce que c'était 1 heure de débat. Mais rien ne vous empêche encore de discuter en dehors... avec les... c'est juste, je veux dire un mot, en fait, de cette séance, de ce panel, je pense à tous nos collègues qui nous ont quittés, victimes de la guerre, n'importe où, dans les 4 coins du monde. Aussi, penser à notre collègue Chérine Abouakl hier, qui était décédée hier. Aussi... on a toujours 2 collègues tunisiens disparus en Libye depuis 2014, Sofiane Chourabi et Nadir Lektari. On ne sait pas s'ils sont morts ou s'ils sont vivants ou prisonniers. On ne sait pas qu'est-ce
qu'est-ce qu'il subit en Libye ou si ils ont toujours en vie. Depuis 2014 jusqu'à maintenant, on ne sait pas où. Et je pense aussi à tous nos collègues qui travaillent maintenant en Ukraine et même en Russie qui étaient menacés et ils ont été obligés de quitter la Russie pour qu'ils soient libres. Je lui applaudis seulement. Merci beaucoup. Au revoir.